J'en viens maintenant à ma deuxième partie. En gros, c'est comment échapper aux reproches du réalisme naïf. Ne suis-je pas, en effet, comme Adam au Jardin d'Éden, qui se balade et connaît toutes choses de manière parfaitement immédiate et transparente? Il me suffirait donc de regarder les choses, la réalité historique comme un donné, et d'en extraire par simple regard pour la posséder. Je la connaîtrais ainsi par simple vue. Il suffirait de bien regarder, au fond. Ça, c'est Althusser critiquant l'empirisme. Il reproche donc à celui-ci de faire effectivement comme si la théorie de la connaissance se déroulait dans une espèce de jardin d'Éden, dans un âge d'or où l'abondante nature donne tous ses fruits sans qu'on doive pour cela travailler. Il y a la connaissance concrète qui est là, directement, déposée dans les choses, et moi, au fond, je n'ai qu'à aller à la cueillette de fruits toujours mûrs et à portée de la main. Qu'est-ce que veut dire Althusser avec cette histoire? L'idée, c'est qu'il y a toujours une médiation entre le concret et l'abstrait. Le réalisme empiriste fait comme si le concret existait en soi, par lui-même, comme si l'abstrait se trouvait déjà dans le concret, la connaissance dans l'objet. Contre ça, Althusser dit que la connaissance, d'un point de vue matérialiste, fait toujours l'objet d'un processus de production. On ne la trouve pas comme ça toute mûre dans un jardin d'abondance, on doit la faire, on doit la produire, on doit produire une abstraction, donc une théorie, pour atteindre le concret. Pourquoi je dis tout ça? Découvrons-le avec la slide suivante. Parce que dans mon premier paradigme de lecture, donc au moment de l'écriture du mémoire, c'était Sartre, celui de « Qu'est-ce que la littérature ?» qui guidait ma réflexion, notamment question de la littérature engagée. Or, Sartre conçoit l'activité littéraire comme un dévoilement. Dans ce mot, on retrouve dans une certaine mesure le paradigme empiriste dénoncé par Althusser. Celui qui dévoile ne doit plus simplement cueillir la connaissance, mais il doit soulever un voile de manière à bien voir et donc à bien pouvoir montrer, ou comme il le dit, lui, dévoiler le réel. Mais au fond, on retrouve cette idée de la transparence d'un réel déjà donné, déjà formé, qu'il s'agirait simplement de voir correctement. Chez Sartre, je reste attaché à l'idée qu'il exprime, néanmoins, qu'il n'est pas indifférent de savoir ce que l'écrivain ou son texte littéraire montre du monde, ou ce qu'il en dévoile, pour reprendre son mot à lui, et comment il met en forme cet acte de monstration du monde. Car un texte, c'est toujours ça, c'est toujours une forme, un acte de formalisation qui montre le monde, un bout du monde. Et donc un texte contient toujours aussi un point de vue sur le monde. Il constitue une prise de position dans un espace de position déterminé. En nous rendant maintenant à la slide suivante, on peut dire qu'à partir de là, ça veut dire que si le réel n'existe pas en soi, je dois justement chercher, moi, en tant que chercheur qui prétend dire quelque chose du réel, de l'existence et du monde de l'existence des écrivains, à le construire, à le produire. Il faut donc, à ce titre, que je me munisse de diverses approches théoriques de caractère, si possible, matérialiste, qui prétendent pouvoir dire quelque chose... Je me suis perdu. Qui prétendent pouvoir dire quelque chose, de cette personne qui écrit ceci ou cela et qui dit ceci ou cela du monde dans lequel elle vit. C'est ça l'idée d'approcher l'existence de l'auteur selon une sédimentation théorique. En gros, quand je suis face à un texte, je vais mobiliser, selon un critère de pertinence à la fois pragmatique et utilitaire, telle ou telle théorie pour mettre en lien l'existence réelle de l'auteur, son monde et le texte. Dans le cas de Thierry Beinsteingel, cette théorie, c'était grossièrement le matérialisme historique. En effet, je comprends l'auteur comme appartenant au rapport social capitaliste et comme étant situé à l'intérieur de celui-ci dans un rapport de travail, lui-même aux prises avec une certaine configuration historico-sociale. Je n'analyse pas simplement la position de Beinsteingel comme employé X d'une entreprise, je l'analyse comme cadre, position hiérarchiquement déterminée dans une grande entreprise française en pleine mutation historique, aussi bien du point de vue technologique que du point de vue de son organisation du travail.
De plus, il faut savoir qu'à cette époque, France Télécom est une entreprise qui, donc, selon l'expression connue de Barbara Stiegler, doit s'adapter aux exigences nouvelles d'un management venu historiquement du Japon et des États-Unis. Ces choses sont documentées, je n'invente pas. Qui doit s'adapter aussi du coup à la mondialisation, des logiques concurrentielles et financières qui s'implémentent et qui prennent une importance tout à fait déterminante vers les années 2000 en France, donc pendant la période néolibérale. Comprends donc que je ne parle pas simplement d'une existence X, celle de l'auteur, mais aussi du monde dans lequel il vit, monde qui détermine nécessairement son existence et ici son rapport au travail. Mais je peux aussi regarder ce que je peux regarder du point de vue du matérialisme historique, je peux le regarder du point de vue de la sociologie bourdieusienne, par exemple, qui me sera plus utile au moment où je cherche à caractériser et à comprendre les stratégies de l'auteur X et de ses prises de position dans le champ littéraire. Si je veux m'intéresser à la manière dont l'auteur, ici, représente le profil type des personnes qui se sont suicidées, que je vais appeler, pour aller plus rapidement, même si c'est peut-être pas très joli comme expression, les suicidés. Je peux comparer le portrait qu'il fait des suicidés aux recherches théoriques de la sociologie des organisations du travail, de la psychodynamique et de la psychopathologie du travail. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai écrit mon premier chapitre de thèse sur cette affaire France Télécom et puis sur les différents textes qui représentent, qui cherchent à comprendre ce qui s'est passé, donc des représentations littéraires de cette affaire et de cette crise des suicides. Donc j'ai regardé les représentations littéraires d'une part, et d'autre part les différents types d'écrits théoriques qui ont dit des choses sur cette affaire. Voilà. Et donc à chaque fois, je travaille à partir de descriptions du réel qui sont fondées épistémologiquement, méthodologiquement, théoriquement, etc. Si on en vient maintenant à la slide suivante, j'ai donc quelque chose comme une base de comparaison entre le monde et le texte. Et c'est ça qui m'intéresse, de pouvoir dire telle théorie décrit ce problème des suicides comme ça, regardez comment le texte décrit et déforme ce réel qu'a produit ladite théorie. Voilà, l'idée, c'est ça. Faire varier les approches théoriques de différentes sciences humaines pour reconstituer ou produire quelque chose qui préexiste au texte. Préexiste pourquoi ? Parce que le texte, comme je vous l'ai dit, a été écrit en 2010, et puis la crise des suicides, elle existe depuis un bon moment déjà à France Télécom. Ça me permet ensuite de regarder le texte lui-même comme une production qui est une manière de voir le monde, manière qui est toujours déformée, imaginaire, qui n'est jamais pure. Si je reprends la définition althusserrienne de l'idéologie, on peut dire de tout texte littéraire, c'est peut-être un peu osé, mais allons-y, ce qu'Althusser dit de l'idéologie. Il dit « L'idéologie est une représentation imaginaire du rapport imaginaire des individus à leurs conditions réelles d'existence. » De même, ne puis-je pas dire, moi, que Retour au beau sauvage, le roman, est une représentation imaginaire, aussi symbolique, mais notamment imaginaire, du rapport imaginaire que Thierry Beinsinger entretient à l'égard de ses conditions d'existence réelles en tant que conseiller mobilité RH à France Télécom. Voilà, c'est ça l'idée. Bon, slide suivante. Est-ce que ça veut dire que le texte se réduit à la manière dont je le construis ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est qu'une dérivée sans dignité d'un monde et d'une idéologie ? Évidemment non, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Avant d'être un objet d'étude où s'entremêlent des significations mondaines, hétérogènes les unes aux autres, donc mondaines au sens relatif au monde, pas le Raoult, ni le Didier, c'est donc un texte littéraire qui revendique son autonomie dans l'ordre de la production littéraire. C'est une œuvre entendue comme résultat d'une activité de symbolisation littéraire informée par notamment les impératifs spécifiques du champ littéraire. Cette autonomie est relative, mais elle doit être prise au sérieux. Tout discours littéraire est
impur, souillé d'une immanquable part d'idéologie ou de traces mondaines dans le même sens qu'avant, mais ça ne remet pas en cause sa prétention à l'autonomie dans l'ordre symbolique. Il s'agit juste de dire que malgré son autonomie relative, le texte s'articule ou s'agence à des composantes imaginaires et idéologiques qui procèdent d'un rapport au monde. Je n'ai pas le temps d'en parler ce soir, slide suivante, bitte Dankeschön, mais vous aurez peut-être remarqué que j'ai insisté sur le fait que le protagoniste de Thierry Bastingel occupait une position inverse à celle que l'auteur occupait dans l'entreprise. Le bourreau qui licenciait des gens pour atteindre les objectifs fixés par sa hiérarchie avait revêtu les traits de la victime du licenciement. La déformation est donc ici une inversion, illusion, qui fait allusion au réel. Une des pistes que j'aimerais explorer pendant ma thèse serait d'étudier les modalités de déformation imaginaire mises en œuvre par les textes littéraires. Ici, sans doute, m'orienterai-je vers la psychanalyse et puis les classiques du travail de rêve, donc condensation, déplacement, inversion, ce genre de choses. En somme, ça reviendrait à dire qu'un texte littéraire s'analyse un peu comme un rêve, à bien des égards. Lacan disait qu'il faut chercher le rêveur ou le dormeur dans le rêve. Je dis qu'il faut chercher l'écrivain dans le texte. Bon. Je parle déjà depuis un moment maintenant. J'espère que cette partie plus théorique n'était pas trop indigeste. L'idée, c'était donc principalement de montrer ce que je vous ai dit, voilà, que j'essayais de prendre au sérieux le risque du réalisme d'une part, du réalisme naïf d'une part, et d'autre part, que j'essayais d'y répondre par ce truc de sédimentation théorique. C'est un travail en cours, donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à critiquer, on pourra en discuter après.